Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans notre série sur l'interprétation quantitative des données, et on va à nouveau approfondir notre discussion des analyses factorielles, donc plus spécifiquement des AFC et des ACM, donc les analyses factorielles des correspondances et des correspondances multiples pour les ACM. Et cette fois, donc, on va approfondir notre compréhension des analyses factorielles en les comparant, en discutant également les analyses de réseau. On va le faire à nouveau en s'appuyant sur un article, comme on l'avait fait avant, en discutant donc les régressions multiples, en discutant les analyses factorielles et les régressions multiples, à partir donc d'un article de Félicité Denis-Lumière. Là, cette fois, on va le faire en mobilisant donc un article de Gisèle Sapiro, qui est intitulé donc Réseau, institutions et champs. Et donc vous avez la référence intégrale ici. Euh, je vais d'abord là vous présenter quelques éléments sur l'analyse des réseaux, pour vous donner à voir un petit peu le fonctionnement, avant de passer à l'article donc de Gisèle Sapiro directement, enfin à un tout petit extrait en fait bien sûr de l'article. Euh, donc les analyses des réseaux, c'est quoi? Globalement, si on le dit très très rapidement, c'est des analyses qui vont viser à décrire les liens entre des acteurs sociaux, des individus. Alors, je simplifie un petit peu, hein, bien sûr, ça pourrait être autre chose que des individus, ça pourrait être éventuellement des organisations, par exemple. Ce sera quand même souvent des individus, en fait. Comment ça va fonctionner? On va en fait d'abord construire ce qu'on appelle une matrice, donc ce que vous avez ici à droite du milieu de l'écran, qui est donc un tableau dans lequel on a les individus en colonne et en ligne, et en fait on va mettre des valeurs numériques qui vont nous dire s'il y a un lien ou non. Euh, Quand on a donc un 0 dans le croisement de deux individus, donc par exemple entre l'individu B et C, ou alors A et D, il n'y aura pas de lien entre les deux individus. Et on a à côté une représentation graphique qui donne à voir le réseau, donc de façon graphique. On voit bien qu'il n'y a pas de trait entre A et D, ou entre B et C par exemple, ou que l'individu E est complètement isolé, et en effet on a des zéros entièrement pour l'individu E. Ce que je vous montre ici, en fait, c'est une analyse de réseau qui serait la plus simple possible, dans le sens où cette analyse-là ne donne ni à voir le sens des liens, on pourrait imaginer avoir des flèches, par exemple sur nos traits, ni l'intensité des liens, ok, y a rien de tout ça qui est représenté dans notre analyse des réseaux, donc c'est vraiment l'analyse la plus simple. Et bien sûr, ça peut être donc complexifié, hein, c'est ça que je cherche à vous dire en vous disant bien sûr que c'est l'analyse la plus simple. Euh, mais en comprenant en fait le fonctionnement de base de l'analyse des réseaux, vous avez le cœur de la logique de cette analyse-là. Ce qu'on cherche à voir donc, c'est pas une caractérisation de la relation entre A et B. Ok, je vais pas chercher à savoir si c'est une relation de confiance ou une relation de défiance, d'opposition, etc. C'est pas ça qu'on caractérise par l'analyse des réseaux. Je montre qu'il y a un lien entre les individus. Et voilà tout. C'est ça qui va nous intéresser dans l'analyse des réseaux. Donc on va passer maintenant à l'extrait de l'article donc de Gisèle Sapiro. Ça va tenir en 2 diapos, donc comme les fois précédentes. Je vais vous laisser mettre pause en fait pour en faire la lecture. Comme les fois précédentes également, bien sûr, je vous invite en fait à consulter l'article directement dans son ensemble. Il est disponible sur Percé avec des accès académiques, pareil, sans difficulté. Euh, je vous ai mis la référence complète au début de l'article, hein, je peux vous le remettre ici. Donc, Réseau, institutions et champs de Gisèle Sapiro. Si vous cherchez ça dans Google, vous allez le trouver vraiment sans difficulté. Euh, il me semble que c'est sur Percé, si je ne dis pas de bêtises, mais a priori je ne l'ai pas remis dans le diapo, en tout cas je retombe pas dessus là. Donc voilà, je vous laisse en faire la lecture, je vous affiche là la première diapo, je vais passer à la seconde ensuite, euh, et on va ensuite en particulier discuter en fait la fin. Euh, si je commande rapidement la structure de l'extrait que je vous ai mis, l'intérêt de toute la première partie que vous voyez là, c'est que comme dans l'article de Félicité Denis-Lumière, et comme en fait dans les ouvrages de Méthodo,
dans les bonnes discussions de méthodo, il y a bien un lien entre une discussion qui est épistémologique et une discussion qui est méthodologique. C'est-à-dire que ce qu'elle cherche à montrer, Gisèle Sapiro ici, c'est que les analyses de réseau ou les analyses factorielles ne vont pas produire la même chose en termes de méthode, mais que derrière ça, on va en fait trouver des conceptions de la société, de ce que la sociologie doit chercher à montrer, donc du type de questions qu'on va poser, qui vont être différentes. Et vous devez en fait pouvoir faire ce lien entre épistémologie et méthodologie. Donc si on le dit très rapidement, hein, vous le voyez vraiment au tout début, les analyses factorielles sont plutôt des analyses donc qu'on qualifierait de holistes, de structurales en tout cas, qui sont donc utilisées notamment par Bourdieu, tandis que les analyses de réseau sont plutôt utilisées dans l'individualisme méthodologique ou même en fait plus largement, donc là je sors un petit peu de l'article de Gisèle Sapiro, mais donc dans l'interactionnisme, où on va avoir tout un ensemble d'auteurs qui se revendiquent aussi de ça. Donc je vous laisse faire la lecture de cette première page, et donc de la deuxième diapo, enfin oui, je dis première page, évidemment, je condense, mais en fait, plusieurs pages de l'article, là, dans les diapos. Vous avez la pagination, si vous voulez aller lire ça dans l'article intégral. Dans la suite, que je ne vous mets pas, Gisèle Sapiro va donc discuter d'autres travaux qui ont en fait utilisé conjointement ces deux types d'analyse, en particulier parce que c'est le cœur du travail de Gisèle Sapiro par ailleurs, en sociologie de la culture, et même plus spécifiquement sur le champ littéraire. Et ce qu'elle va chercher à montrer dans la suite de l'article, c'est comment les deux méthodes peuvent parfois être utilisées de façon heuristique, donc intéressante, pertinente. Euh, Bien sûr, enfin, je sais pas si c'est bien sûr, mais en tout cas, vous devriez situer Gisèle Sapiro plutôt dans le camp, entre guillemets, des auteurs bourdieusiens, bien sûr, que celui des auteurs donc, qui seraient individualistes méthodologiques, et même en fait la proposition qu'elle va faire d'utiliser donc des analyses de réseau euh, pour analyser, enfin pour enrichir une analyse qui résonnerait plutôt en termes de champ, donc plutôt une analyse bourdieusienne à partir des AFC, en utilisant donc conjointement les deux, ça va être en tirant en fait l'analyse des réseaux vers une analyse plutôt bourdieusienne, quoi. C'est bien ça le propos, et c'est comme ça que vous devez lire et situer l'autrice et l'article. Donc voilà, je vous laisse donc mettre pause et consulter les deux diapos, et on se retrouve pour une discussion plus globale. Je pense que vraiment la partie la plus importante va être ici. Je me suis perdu dans mon truc. Voilà, c'est là. Les... En gros, si on résume un petit peu, les, les analyses factorielles vont vraiment analyser les positions des acteurs à partir d'un ensemble de variables qui sont discutées ici. Vraiment, c'est toute cette fin-là, en fait, que vous devriez, je pense, à minima lire. Et donc l'analyse factorielle va rapprocher les individus qui partagent le plus ces caractéristiques-là et éloigner ceux, au contraire, qui partagent le moins. Par exemple, si je reste dans le type d'analyse que Gisèle Sapiro va discuter, l'analyse factorielle irait opposer sur notre plan factoriel des auteurs qui seraient plutôt dans les avant-gardes littéraires et des auteurs qui seraient plutôt euh, très installés dans les milieux éditoriaux peut-être moins de niche, quoi, parce qu'ils auraient des caractéristiques par ailleurs qui seraient différentes. Et l'analyse des réseaux, à l'inverse de son côté, euh, ne s'intéresserait pas à l'ensemble de ces variables, mais uniquement donc aux relations entre les agents, que vous avez bien évoqué ici. Euh, et donc la lecture qu'en fait Gisèle Sapiro est bien une lecture bourdieusienne. Elle va nous dire en fait l'analyse des réseaux va se focaliser donc sur un type de ressources, un type de capital spécifique qui correspond en gros au capital social, si on en fait une lecture donc bourdieusienne. Sachant bien sûr que par contre,
l'analyse bourdieusienne ne s'intéresse pas aux relations entre les acteurs. Et c'est bien pour ça que, à la fin en fait de l'article, enfin à la fin, dans la dernière partie de l'article, elle nous propose d'envisager le fait que ces deux méthodes puissent se combiner un petit peu, puisque savoir si des individus ont des caractéristiques communes, ou savoir si des individus ont des relations, ont des liens entre eux, ce n'est pas la même chose. Ok, ce n'est pas la même donnée qu'on va chercher à prendre en compte. Euh, donc, une des questions que Gisèle Sapiro va nous poser par exemple, c'est tiens, est-ce que finalement, à partir d'une analyse de réseau, on pourrait réussir à voir un petit peu le champ apparaître? Est-ce que les liens entre les acteurs peut donc faire apparaître le champ, ce que l'analyse factorielle par ailleurs donne bien à voir? Et donc si je reprends mon exemple là des avant-gardes littéraires ou des auteurs qui seraient plus installés dans des positions moins marginales, euh, une des articles qu'elle discute, ou c'est juste peut-être en termes hypothétiques qu'elle propose ça, je ne sais plus exactement, euh, c'est donc de nous dire les auteurs dans les avant-gardes vont avoir des relations entre eux, mais beaucoup moins, en règle générale, avec donc des auteurs plus conservateurs, plus installés dans le milieu éditorial, etc. Euh, et donc elle va discuter comme ça, tiens finalement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui serait intéressant, mais pour faire ça, elle va proposer donc une évolution finalement des analyses de réseau. Ben, je vous laisse aller voir là l'ensemble de l'article. Je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant si vous voulez approfondir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse des réseaux, par contre, quand elle montre des liens entre les acteurs, elle ne montre pas le type de lien, comme je vous disais. Et ça, parfois, je crois que quand on découvre l'analyse des réseaux, c'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Vous avez peut-être l'impression que si on veut analyser les relations entre les acteurs, c'est pour montrer quel est le type de relation. Est-ce qu'ils ont des relations d'opposition? Est-ce que, par exemple, ils vont cacher des informations ou non? Est-ce qu'ils vont être en lutte ou pas, etc. Ce n'est pas ce que fait l'analyse des réseaux, j'insiste. L'analyse de réseau va montrer s'il y a un lien ou non, va pouvoir évoquer éventuellement si le lien est dans les deux sens ou pas, ce genre de choses, mais ne va pas chercher à discuter de façon qualitative, entre guillemets, le lien entre les acteurs. C'est pas son objectif. C'est vraiment faire apparaître le réseau dans son ensemble. L'ensemble des liens entre tout un ensemble d'acteurs, c'est vraiment ça que cherche à faire l'analyse de réseau. Donc les analyses factorielles, au contraire, en faisant apparaître des positions dans un espace social, vont nous permettre de voir s'il n'y a pas des logiques oppositionnelles en fait entre certains acteurs sociaux. S'il n'y a pas des conflits de légitimité qui peuvent être interprétés en fait dans un second temps. Donc les deux méthodes d'analyse portent bien des questionnements sur le social qui sont différentes, et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. L'intérêt de l'analyse factorielle ici, à travers l'article de Gisèle Sapiro, c'est vraiment de faire apparaître les positions sociales occupées par des acteurs sociaux dans un champ particulier, dans un espace donc positionnel, en voyant donc quelles sont les oppositions qui structurent les positions des acteurs. Et si vous avez en tête ce qu'on a discuté dans la vidéo précédente, à partir donc de Félicité Denis-Lumière sur l'analyse factorielle comparée donc dans son article plutôt aux régressions multiples, vous pouvez peut-être voir également de façon sous-jacente comment l'analyse factorielle peut en fait trouver deux, deux types d'utilisation un petit peu différentes, je crois. Euh, vous allez avoir une école un petit peu, enfin le terme est sans doute un peu fort, euh, qui va s'inscrire donc plutôt dans ce qu'évoque Félicité Denis-Lumière, qui va faire des analyses factorielles un outil de description du social, et donc qui interviendrait plutôt au début de l'enquête. Okay, l'intérêt d'une description du social telle que celle que propose vraiment Félicité Denis-Lumière, c'est donc d'utiliser les analyses factorielles au début d'un travail pour découvrir un petit peu ce que les données qu'on a recueillies peuvent cacher, j'allais dire, bon l'expression peut être un peu forte, euh, mais ce qu'elles peuvent modéliser en tout cas comme position d'acteur. Euh, Là, dans l'article de Gisèle Sapiro, et puis dans l'utilisation qu'en fait Bourdieu, hein, bien sûr, par ailleurs, notez bien que on va
un petit peu au-delà de ça, dans le sens où, bien sûr, on décrit les positions occupées par les acteurs, mais il y a aussi une vertu un petit peu communicationnelle, entre guillemets, c'est-à-dire que le plan factoriel va modéliser ce champ, va donner à voir le champ, tel que l'analyse va le construire, bien sûr. Donc on n'est pas exactement sur le même positionnement, je crois, et vous pouvez trouver des, des discussions sur l'utilisation des analyses factorielles chez Bourdieu ou chez des auteurs proches de Bourdieu. Si vous voulez approfondir ça, c'est sans doute pas central à une étape de découverte en fait du fonctionnement des analyses, mais il y a tout un ensemble de publications qui discutent ça. C'est des discussions qui sont aussi très intéressantes. Et je pense que la comparaison là, des deux lectures peut vous permettre d'entrouvrir en tout cas cette porte, même si on ne l'approfondit pas énormément. Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux la spécificité de l'analyse factorielle par rapport à d'autres types d'analyses, que ce soit donc les analyses de réseau ou que ce soit les régressions multiples. Et surtout, j'espère que vous voyez bien comment à chaque fois, pour penser cette spécificité des analyses factorielles, on va en fait ramener l'analyse factorielle à un type de question, à un type de conception du social, donc à un type en fait d'épistémologie euh, qui va justifier l'usage de la méthode. C'est-à-dire que la méthode ne croyait pas, et je pense que c'est un des principaux acquis que ce cours en tout cas cherche à apporter, il ne faut pas croire qu'une méthode va venir exposer le réel tel qu'il existe. Non, bien sûr que non, parce que les données dans tous les cas sont construites auparavant, mais également parce que la méthode d'analyse va, comme on l'a déjà évoqué dans une précédente vidéo, va sélectionner certaines parties des informations de l'enquête, va les travailler d'une certaine façon spécifique, et donc va pouvoir répondre à certains types de questions, à certaines questions en particulier. Donc il y aura toujours comme ça un lien entre la problématisation en fait qu'on va faire du social et l'analyse qu'on va en produire, et bien entendu l'interprétation qu'on peut faire ensuite des données qui sont mises en forme à partir de tel outil ou de tel autre outil, bah bien sûr l'interprétation qu'on va réaliser va être liée en fait aux, aux indicateurs qu'on aura utilisés, aux outils qu'on aura utilisés. Si vous voulez plutôt répondre à tel type de question, vous allez donc utiliser plutôt tel type d'outils. Voilà, j'espère que tout ça est bien clair, que la lecture des articles là, enfin des extraits bien entendu, pour ce que je vous montre plus précisément. Donc j'espère que ces lectures-là sont claires et vous permettent donc de mieux comprendre ce que sont les analyses factorielles. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui va conclure en fait toute cette série sur les interprétations quantitatives des données.